En direct de Tel Aviv. Mon invité pour les Français.press, Caroline Yadan, députée de la 8e circonscription des Français de l'étranger, qui comprend notamment Chypre, la Grèce, la Turquie, l'Italie, mais aussi Israël. Vous êtes membre du groupe Ensemble pour la République, en tout cas pour l'instant, et on va en parler. Bonjour Caroline Yadan. Bonjour. Merci de nous accorder cette interview. Caroline Yadan, lors de notre dernier échange sur nos antennes, la crise entre l'Iran et Israël battait son plein avec des conséquences directes pour les Français résidant dans votre circonscription. Ensemble, nous essaierons de faire le bilan de la gestion de cette période, les mesures d'évacuation mises en place et du soutien apporté à nos ressortissants, mais aussi on s'intéressera à vos positions sur le conflit toujours en cours. Des Français avaient donc été évacués. Ont-ils été aidés depuis leur arrivée en France? Certains sont-ils retournés vivre en Israël? Comment ont-ils été pris en charge dans l'Hexagone, Caroline Yadan? Alors, il s'agissait quasiment pour la totalité de Français de passage. Les Français ou les Franco-Israéliens installés en Israël n'ont pas demandé à être rapatriés. Donc, les mesures de rapatriement que nous avons mis en place ont été destinées aux Français de passage, c'est-à-dire aux touristes. Donc, ça a demandé énormément de travail, de mobilisation dès le début de la guerre. J'ai étayé mon équipe, nous étions 4, nous sommes arrivés à 8 personnes pour en fait traiter les centaines et les centaines de demandes qui nous parvenaient quotidiennement. Le président de la République a annoncé une reconnaissance d'un État palestinien en septembre. On en a parlé il y a quelques jours sur toutes les chaînes en France, alors que du côté des alliés d'Emmanuel Macron, on considère que c'est une façon d'exercer une pression sur Benyamin Netanyahou. Selon de nombreux observateurs, ça demeure une logique de confrontation. Vous avez largement exprimé votre désaccord et symboliquement, vous avez quitté le groupe Ensemble pour la République. C'est effectif, ce sera effectif quand? Vous allez pouvoir nous préciser. Et finalement, surtout, qu'attendez-vous de la France dans ce contexte? Alors, plusieurs choses. Effectivement, l'annonce de la reconnaissance de la Palestine qui a été réalisée par notre président de la République l'a été d'ailleurs quasiment au moment d'un nouveau refus de cessez-le-feu par le Hamas, puisqu'un accord avait été proposé par le Hamas à ce moment-là, et le Hamas a refusé, qui comprenait d'ailleurs un cessez-le-feu qui comprenait la libération des otages. À titre liminaire, je voulais rappeler une évidence, l'évidence que Gaza constitue une tragédie, cette évidence de l'émotion face à la tragédie humaine qui est la mienne en tant que députée bien sûr, mais en tant que mère, en tant que femme, bien sûr qu'il s'agit d'une tragédie. Et par ailleurs, je porte l'espoir personnellement de la création d'un État palestinien un jour aux côtés d'Israël, en paix et en sécurité, parce que ce sera la concrétisation de la fin des tragédies et de la paix retrouvée. Donc, sur le principe, bien sûr, je suis favorable à la solution des deux États, mais dans le cadre d'un processus global. Et c'est dans ce cadre-là que moi, j'ai été heurtée effectivement par la décision brutale du président de la République, en contradiction avec ses déclarations passées qui posaient des garanties et surtout des exigences par rapport à la création d'un État. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a même pas quelques mois, mais quelques semaines, en fait, la perspective d'un État palestinien ne pouvait se faire aux yeux du président de la République qu'à certaines conditions, qui étaient la libération des otages, la reconnaissance mutuelle d'Israël. Comment vous pouvez reconnaître un État palestinien alors qu'aucun de ses voisins, ou presque, ne reconnaît pas l'existence d'Israël et veulent sa destruction, une réforme en profondeur de l'autorité palestinienne qui continue à payer les familles terroristes et à éduquer les enfants à la haine, une démilitarisation du Hamas à tout le moins. Donc, il s'agissait d'un processus structuré parce que, et ça c'était totalement conforme à ce que je pensais, le président venait dire que la paix ne se décrète pas, mais elle se construit avec des exigences et avec des conditions.
Or, on est passé de ces exigences-là à absolument rien, puisque même si le courrier du président de la République fait référence à ce que je viens de vous dire, il n'en reste pas moins que quoi qu'il arrive, là, la déclaration de la reconnaissance sera réalisée à la rentrée, en tout cas au forum ou à la rentrée à l'Assemblée générale des Nations Unies. Et d'ailleurs, cette déclaration, c'est quand même important de le souligner, cette déclaration d'Emmanuel Macron a été saluée par le Hamas. Elle a été quasiment immédiatement saluée par le Hamas qui s'en est félicité, par LFI qui, je vous rappelle, a fait de sa haine obsessionnelle des Juifs et d'Israël son fonds de commerce électoral, alors même que les otages sont toujours détenus par les Hamas dans des conditions inhumaines. Tout ça m'a paru un signal en fait catastrophique de victoire au Hamas, qui a juré de recommencer les massacres du 7 octobre, qui les recommencera demain si on n'en empêche pas, qui légitime le terrorisme comme un moyen d'obtenir des avancées diplomatiques, qui fait fi des otages et des roquettes qui continuent de tomber quotidiennement. Vous savez, des roquettes continuent de tomber aujourd'hui quotidiennement sur Israël. Peut-être que vos auditeurs ne le savent pas. Et donc, cette déclaration sans condition, sans garantie, compromet à mon sens toute perspective de négociation future, parce que pourquoi faire des compromis si l'on obtient tout sans condition? Et elle fait du 7 octobre le mythe fondateur d'un État. C'est la raison pour laquelle personnellement, je ne pouvais pas rester sans rien faire, je ne pouvais pas rester sans réaction, parce que ça heurte non pas évidemment mon désir de paix qui est sincère, qui est véritable et qui a toujours été le mien, mais pour toutes les raisons que je viens de vous dire, ça me heurtait trop pour que je ne marque pas le coup. Alors, je vais simplement être inscrite en apparenté à mon groupe parlementaire à la rentrée, puisque là, nous sommes en trêve parlementaire, donc je ne peux pas faire les démarches, mais je vais demander à être donc inscrite en apparenté, c'est-à-dire à être davantage, on va dire peut-être libre et indépendante qu'aujourd'hui, même si je reste évidemment attachée à mon groupe parlementaire, à son président Gabriel Attal, et si je reste, et je le revendique, une marcheuse de la première heure. Vous savez, j'ai milité sans compter mes heures pendant des années, depuis la fin 2016, depuis la création d'En Marche. Ça a été quelque chose d'extrêmement fort chez moi. Mon attachement aussi au président de la République. Voilà, c'est vraiment avec regret que je marque mes distances en étant apparentée. On sent bien que ça vous met dans une position politique finalement indélicate entre vos valeurs et vos convictions, et en même temps les Français d'Israël que vous représentez, qui ne sont pas d'ailleurs les seuls dans votre circonscription. Vous êtes également député des Français de Gaza, des Français de Palestine et des Français d'Italie, de Chypre. Je le rappelle. On a la sensation d'une position un peu entre deux chaises dans laquelle vous vous trouvez. Alors, non, est-ce que c'est pas un petit peu électoraliste finalement? Ah non, pas du tout. C'est le contraire, vous voyez, parce que si j'avais été électoraliste, je ne l'aurais pas fait, parce que vous savez, Meir Habib est très proche aujourd'hui du gouvernement israélien, contrairement à moi, et je pense que peut-être il peut y avoir de l'incompréhension par rapport à mes autres électeurs de l'ensemble de ma circonscription. Donc c'est le contraire en fait. Vous savez, moi j'ai toujours été une femme de conviction, une femme d'authenticité, une femme qui dit ce qu'elle pense et pas forcément. Enfin, moi j'étais pas députée avant, j'étais avocate, et donc c'est pas parce que je suis devenue députée, loin s'en faut, que je vais laisser tomber mes convictions et ce que je pense profondément. Cela étant, ça ne m'empêche absolument pas de travailler pour l'ensemble de ma circonscription, de prendre en compte les problématiques de tous les Français de ma circonscription. Je suis extrêmement investie, par exemple, sur ce qui concerne la double imposition pour les retraités italiens. Je suis investie par rapport aussi à la Turquie et les écoles turques, sur les problèmes de fiscalité, les problèmes d'éducation. Je suis très engagée avec le ministre des Français de l'étranger pour travailler avec son projet de loi à la rentrée pour améliorer la vie des Français de l'étranger. Donc, ça n'est pas incompatible, et je reste très attachée évidemment à ma fonction et à la raison d'être de ma fonction, c'est-à-dire me rendre utile pour les
les autres, me rendre utile pour les Français de l'étranger et continuer d'ailleurs à ce titre-là les permanences que j'organise de manière très régulière le vendredi matin. Et lorsque je me déplace, je rappelle que je me suis rendue dans l'ensemble des pays de ma circonscription, sauf Saint-Marin et les territoires palestiniens pour les raisons de sécurité évidentes. D'être proche et être une députée de proximité, c'est quelque chose qui me tient à cœur et que je continuerai de faire. Et j'invite d'ailleurs tous vos auditeurs, tous ceux qui m'écoutent, à venir échanger avec moi. C'est tout à fait possible, y compris dans mes groupes WhatsApp dédiés à cet effet. Quelques questions rapides sur ces derniers événements. Quels sont les retours que vous avez des Français d'Israël ces dernières semaines sur ce conflit? Vous avez fait référence à Meir Habib. Quand on voit sa communication sur les réseaux sociaux et puis quand on voit également les déclarations de Benjamin Netanyahou, on a l'impression de relations qui sont devenues délétères entre la France et l'État d'Israël. Mais les Français d'Israël, ils vous disent quoi? Vous savez, les Français d'Israël sont très ébranlés. Ils sont très ébranlés par la guerre. Ils sont très ébranlés aussi par la dernière guerre qui a fait des victimes, la guerre avec l'Iran. Ils sont très ébranlés par l'absence de retour des otages, par l'hostilité mondiale aussi et cette inversion accusatoire qui fait que on a l'impression que le 7 octobre n'a jamais existé et que cette guerre a surgi de nulle part. Les mises en accusation outrancières, les comparaisons, les obsessions haineuses et aussi anti-sioniste, radical. C'est beaucoup d'inquiétude aussi par rapport à l'essentialisation du peuple juif, à cette montée absolue des actes antisémites avec cette banalisation que l'on voit dans tous les pays d'Europe, une espèce c'est beaucoup plus qu'un antisémitisme d'atmosphère, dans une indifférence générale. Je vous rappelle qu'en une semaine, des enfants juifs ont été expulsés d'un avion, le chanteur Amir a été menacé de boycott, des touristes juifs israéliens ont empêché de débarquer sur l'île de Syros en Grèce, un chercheur israélien a été déprogrammé d'un événement parisien sur l'intelligence artificielle, un juif a été agressé dans un bus à Lublin, un restaurant kasher a été vandalisé en Allemagne, des Israéliens ont été pris à partie par des membres du personnel à Roissy, à Nice, on a assisté sur la promenade des Anglais à des violentes insultes antisémites. Et pas plus tard qu'hier, j'ai été appelée par un compatriote français, juif, absolument pas israélien, juste juif, identifié comme tel, qui a été mis à terre et roué de coups devant son fils de 6 ans à Milan, dans une station-service. Voilà, donc c'est un sentiment d'ébranlement de toutes les valeurs et de tout ce qui a fait aussi la force du peuple d'Israël et du peuple juif. Et depuis la Shoah, on n'avait pas assisté à cette haine exacerbée, décomplexée, sous couvert de la haine d'Israël, avec une essentialisation absolue, donc un vrai sentiment d'insécurité, à la fois pour les Français en Israël, mais aussi pour les Français en France. Ça n'existe que par rapport à Israël et ça a un nom en fait, et ça s'appelle de l'antisémitisme. Tout ce que vous avez dit avant est condamnable et doit être condamné, c'est un constat factuel. Je précise cela pour arriver sur cette question que je vais vous poser maintenant, puisque certains ne partagent pas vos positions et vous l'avez dit, il y a un sentiment que le 7 octobre n'a pas existé. Certaines images en balaient d'autres. Il y a des images de la bande de Gaza actuellement qui sont effroyables et qui témoignent d'une crise humanitaire qui est profonde et qui est d'ailleurs également rapportée par les associations humanitaires ou par les organismes sur place. Qu'est-ce que vous dites à ceux en France ou dans d'autres pays qui s'indignent de ces images qui sont terribles et qui viennent de Gaza? Vous y avez fait référence au début de l'interview, mais le 7 octobre, évidemment, ne doit pas être oublié. Il est terrible, mais ce qui se passe à Gaza aujourd'hui est tout aussi terrible. Absolument, et loin de moi l'idée de dire que ça n'est pas terrible. De manière générale, une guerre est terrible, mais moi ce que je voudrais aussi qu'on n'oublie pas, même si évidemment je souhaite que la paix revienne et qu'à un moment donné il y ait un cessez-le-feu parce que cette tragédie humaine n'est plus supportable, mais
est-ce que ceux qui s'offusquent à juste titre de ces terribles images, est-ce qu'à un moment donné, on va dire, on va exiger aussi du Hamas qu'il protège les civils dans les tunnels qui auraient pu être construits à ces effets, mais qui sont construits uniquement pour les armes, pour entreposer les armes et pour y mettre les otages. Il y a 600 km de tunnels à Gaza. 600 km de tunnels. C'est 3 fois plus que le métro parisien. Tous les civils auraient pu être protégés dans ces tunnels-là. Mais en fait, le Hamas n'a qu'un but, c'est qu'il y ait le plus de victimes possible pour que ce soit ensuite reproché à Israël. Est-ce qu'on vient dire à un moment donné au Hamas, arrêtez de détourner l'aide humanitaire? Il y a des images, pour le coup, il y a des vidéos qui ont circulé, mais malheureusement, ces vidéos n'ont pas sans doute assez circulé pour montrer aussi au monde ce qu'est le Hamas. On a vu des manifestations contre le Hamas, de la population civile qui a été tirée à bout portant par ce même Hamas parce qu'il refusait de distribuer l'aide alimentaire qui était entreposée dans des entrepôts. Évidemment que c'est insupportable, que cette tragédie humaine est insupportable et qu'on a envie que ça s'arrête, mais on doit aussi penser à la cause qui est évidemment le 7 octobre, mais à ce qui se passe sur place et à quel point le Hamas aussi est responsable de la situation et à quel point aussi le Hamas, s'il ne se servait pas de sa population comme bouclier humain, s'il n'entreposait pas ses armes aussi dans les hôpitaux, dans les écoles et dans les mosquées, il y aurait sans doute moins de dégâts. Voilà, vous savez, moi quand je vais en Israël, je rencontre aussi les familles des soldats, victimes aussi de cette guerre, parce que c'est aussi une guerre. Hein. Lorsqu'ils vont à Gaza, ces soldats se font aussi... J'ai rencontré récemment une famille dont le fils est un survivant d'une unité qui a été décimée aussi à Gaza dans le cadre de cette guerre. Qui fait des victimes. Alors évidemment, le nombre n'est pas le même, mais c'est malheureusement une guerre. Une guerre, c'est moche, une guerre, c'est sale, et on a vraiment tous envie que ça s'arrête. Voilà, en tout cas, moi la première. Oui, effectivement, on entend peu, ou alors ils sont peu nombreux, les gens qui condamnent le 7 octobre et le désastre humanitaire à Gaza. Et la libération et des otages. Et qui demandent la libération des otages. 50 otages aujourd'hui, on n'a pas de nouvelles des otages et on pense que la plupart ont été assassinés. Les témoignages qui nous reviennent des otages sont absolument effrayants. C'est une torture quotidienne, c'est des coups, c'est des insultes, c'est une pita par jour et voilà, on les affame aussi et c'est une torture psychologique absolument infâme. Voilà, si demain, il faut encore et toujours le rappeler, si demain les otages sont libérés, la guerre est terminée à Gaza aussi. En tout cas, c'est ce que je pense et c'est ce que je souhaite évidemment. Alors pour finir, dans ce contexte de débat public très clivé, on l'a dit, vous semblez avoir une position assez pragmatique, mais toutefois vous ne mâchez pas vos mots, vous partagez toujours vos positions et une pétition citoyenne a été lancée contre vous, qui réclame des sanctions pour, je cite, apologie de crimes de guerre, incitation à la haine, islamophobie et manquement grave à l'éthique républicaine. Que vous inspire cette initiative? Avez-vous une idée de l'origine de cette démarche? Comment est-ce que vous allez y répondre? Oh bah oui, mon idée, c'est qu'elle émane évidemment de mes opposants politiques, de l'extrême gauche. Ce sont des méthodes staliniennes pour faire taire une parole qui dérange, parce que oui, ma parole dérange, parce que vous l'avez dit, je dis toujours ce que je pense, et je n'hésite pas surtout à affronter LFI, je n'hésite pas à affronter l'extrême gauche, et je n'hésite pas à affronter l'islamisme radical. Donc le problème, c'est que cette pétition-là me met une cible dans le dos, qu'elle n'est faite que de calomnies, de mensonges, de propos diffamatoires qui portent honneur à ce que je suis. Voyez, par exemple, elle dit que ma proposition de loi visant à lutter contre l'antisémitisme dans ses formes renouvelées viserait à interdire l'emploi du mot génocide, alors qu'il s'agit d'un mensonge éhonté. Il suffit d'aller voir sur le site de l'Assemblée nationale à quel point c'est faux. Elle me reproche, par exemple, cette pétition de m'être rendue en Israël en octobre 2023. Mais vous vous rendez compte, c'est-à-dire qu'elle dit que j'ai été dans un pays
pays entre guillemets génocidaire en octobre 2023, c'est-à-dire 7 jours après les massacres du 7 octobre, alors même qu'il n'y avait aucune riposte encore à Gaza, pour soutenir les victimes du massacre du pogrom du 7 octobre. Voilà, cette pétition me reproche d'avoir été en Israël à ce moment-là, et elle dit que j'ai tenu des propos islamophobes en indiquant que je voulais punir les joueurs musulmans, ce qui est une aberration, puisque mon combat antiraciste vient confirmer que ça n'a évidemment jamais été le cas. Ce n'est pas une question de religion, mais que j'ai dénoncé dans le cadre d'une mission qui était la mienne et qui m'a été confiée à l'Assemblée nationale, l'islamisme dans le sport, ce qui ne plaît pas évidemment aux islamistes qui veulent, avec LFI, dont ils sont complices, faire taire une parole qui est la mienne, qu'ils se rassurent, en fait, je ne me tairai pas, et tant que j'aurai cette fonction, et puis même après d'ailleurs, je dirai toujours ce que je pense. Merci beaucoup Caroline Niadan pour cette interview, ce témoignage et la sincérité de vos propos. Chacun jugera, bien sûr. Merci à vous. En direct de Tel Aviv.